La situation politique actuelle, la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale et les candidatures déclarées pour 2024. Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour, et Fodé Ndiaye, spécialiste des politiques publiques, ancien du système des Nations Unies. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 21 août 2022 de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur iRadio, la première radiovision du Sénégal. Dimanche 21 août 2022 et bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit donc Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour, Fodé Ndiaye, spécialiste des politiques publiques. Fodé Ndiaye est aussi ancien du système des Nations Unies. C'était représentant des Nations Unies au Rwanda. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, une nouvelle donne à l'Assemblée nationale. Bientôt, une assemblée va s'installer. On dit le 14 septembre prochain. C'est en ce moment-là que la législature, la 13e législature sera terminée. Une nouvelle va se mettre en place le 14. Certains même prédisent que c'est en ce moment-là que le nouveau gouvernement sera mis en place selon des informations. Là, on attend encore d'avoir la confirmation de cela. D'abord, la situation politique au Sénégal aujourd'hui, les forces en présence. Monsieur Fodé Ndiaye, c'est vrai, vous n'êtes pas au Sénégal depuis très longtemps, mais vous êtes revenu, vous êtes en train de regarder un peu le landerneau politique. Je rappelle que vous êtes ancien membre du parti du PIT, le Parti de l'Indépendance et du Travail d'Amath Dansokho, que Dieu ait pitié de son âme. Dites-nous comment vous regardez aujourd'hui la configuration et surtout la situation politique au Sénégal aujourd'hui. Merci, M. Diop. Je voudrais d'abord vous remercier de votre invitation. Bienvenue. Et remercier aussi mon jeune ami Ahmed Lamine Ndiaye qui nous a mis en relation. Et aussi me féliciter d'être en compagnie de Maître Ndiaye pour discuter de cette question. Je voudrais aussi saluer vos écouteurs, vous m'avez dit aussi que ça passerait à nos auditeurs et aussi nos internautes. Exactement. Donc, je voudrais d'abord dire qu'on est à 2 jours de l'anniversaire de la mort de Amath Dansokho. Oui. Un grand homme pour notre pays, pour notre continent et pour le monde. Absolument. Un homme d'une générosité légendaire et je m'honore d'avoir cheminé avec lui. J'ai quitté le PIT en 1993 puisque au comité central, j'ai été le seul à voter contre l'entrée du PIT dans le gouvernement de majorité présidentielle élargie de M. Diouf. Mais j'étais le chef du département économique et social du PIT. Et je pense que c'est un parti qui a beaucoup fait pour ce pays. Absolument. Et Amath lui-même a beaucoup fait pour ce pays. La deuxième chose que je voudrais dire avant de répondre à votre question, c'est que nous venons de sortir d'élections. Et je voudrais féliciter les jeunes et les femmes, en particulier, qui ont porté l'étendard d'avoir des élections qui se sont bien déroulées dans la paix, avec des difficultés peut-être, mais dans la paix en tout cas. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que il est important que tous les partis politiques et le pouvoir puissent faire une analyse lucide de ces élections. Bien sûr, certains me diront que les tendances de participation ne sont pas si mauvaises si on les compare à d'autres élections. Mais je m'interroge. Quand dans un pays, 53% des électeurs n'ont pas voté, il faudrait une analyse fine de la sociologie. Quelles sont les catégories sociales qui n'ont pas voté? Quelles sont les raisons, si on peut avoir une enquête d'opinion? Pourquoi? Et faire une offre qui permette que les citoyens s'expriment. Et ça, je pense que cet engagement citoyen est important. La dernière considération, c'est que vous avez dit que nous entamons
en une nouvelle configuration politique. Sans être long, je pense que quel que soit l'homme politique au Sénégal, il gagnerait à ne pas considérer toujours tabula rasa, ne dire qu'il n'y a rien. Je voudrais juste citer 3 documents qui me semblent importants et peut-être que des hommes politiques gagneraient à s'inspirer de ça. Le premier document, ce sont les assises nationales. Vous-même, vous avez été partie prenante qui ont non seulement produit des documents de qualité par des hommes de qualité, mais qui ont aussi impliqué les citoyens parce qu'il y avait des consultations au niveau des départements et au niveau des communautés. Deuxième document sous la direction de René Lake, hashtag Enjeu Sénégal 2019-2024. Des intellectuels de qualité ont produit aussi une réflexion stratégique de qualité pour notre pays. Et le troisième aspect, c'est tous les documents produits par des hommes politiques de ce pays, mais aussi tous les engagements que le Sénégal a pris, soit les 2 derniers comme dans le cadre des objectifs de développement durable ou dans le cadre du sommet mondial sur l'eau, du sommet mondial sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Donc nous ne manquons pas de documents et d'orientation stratégique. C'est ça ma première lecture et j'y reviendrai. Oui. Maître Cheikh Ndiaye, quelle est votre lecture de la situation politique du Sénégal aujourd'hui? Merci Alassane. Je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs de la station e-radio et ITV, d'ici et d'ailleurs, comme vous le dites très souvent. Saluer mon grand frère et aîné, M. Fodé Ndiaye, avec qui je suis invité ce matin, mais également saluer tous mes parents et amis qui nous écoutent actuellement. Cela dit, vous avez posé une question importante. La question de savoir l'appréciation de la situation politique au Sénégal. Vous savez, comme vous l'avez dit, nous sortons d'une élection majeure, l'élection législative. Et nous avons à l'horizon l'élection présidentielle de 2024. Et aujourd'hui, je dois saluer la maturité de la démocratie sénégalaise et la maturité du peuple sénégalais. Parce que vous savez tous qu'avant ces élections, certains oiseaux de mauvais augure avaient prédit le chaos au Sénégal. Eu égard aux tensions préélectorales, aux tensions sociales, mais le bateau Sénégal est resté. Malgré les vagues, est resté stable et toujours à bord, on a un capitaine. Alors, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est l'abstention majeure sur cette élection. Et ça me rappelle un peu un célèbre journaliste qui avait écrit en 1994 sur la démocratie. Il s'était posé une question: sommes-nous en démocratie? Est-ce la République sans le peuple? Parce que si vous analysez la population du Sénégal, on est 17 millions de Sénégalais. Bientôt 20 millions. Bientôt 20 millions. Et parmi ces 17 millions, c'est vrai que la majorité de la population est jeune, mais cette jeunesse ne signifie pas qu'ils ne sont pas en âge de voter. On a au moins la grande majorité, ou les 2/3, qui peuvent voter. Et si vous prenez les statistiques sur le plan électoral, il y a sur le fichier à peu près 7 millions d'inscrits. Et parmi ces 7 millions, il y a eu à peu près 3 millions de votants. Moins de la moitié. Et sur les 3 millions de votants, si vous les répartissez entre les différents candidats, vous vous rendez compte que la coalition qui a la majorité a à peine 1 500 000 d'électeurs. Alors moi, je me pose la question.
est-ce que nous sommes aujourd'hui dans une crise démocratique au Sénégal ou mondiale? Et cela me pousse aujourd'hui à appeler les citoyens à s'impliquer davantage sur le jeu et le processus électoral et le processus démocratique. Est-ce que ce sont les autorités politiques qui doivent mener des politiques pour les inciter à le faire, ou alors est-ce que ce sont les citoyens eux-mêmes qui prennent en charge leur propre destin et s'impliquer davantage dans la vie politique et notamment dans la vie démocratique de leur pays? C'est une question qui est ouverte, on pourra en discuter. Le deuxième point sur lequel je voudrais appuyer aujourd'hui, c'est que c'est vrai que nous sommes en attente d'un prochain gouvernement. Quand est-ce qu'il va être formé? D'aucuns prédisent qu'il faudrait que la législature, la 13e législature s'épuise. Bien sûr, la 13e législature aura bouclé ses 5 ans, je pense, le 14 septembre prochain. Et à partir de ce moment-là, la 14e législature va être mise en place. Et lorsqu'elle sera mise en place, est-ce que le chef de l'État va attendre qu'elle soit mise en place avant, ou avant, est-ce qu'il va nommer un Premier ministre et former un gouvernement? C'est toujours une question. En tout état de cause, moi je pense que aujourd'hui, cette 14e législature suscite beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que je dis même que cette 13e législature, malgré les critiques qu'elle a essuyées, quand même, nous attendons que la 14e législature fasse mieux. Et c'est ça le progrès. Ça ne veut pas dire forcément que la 13e législature a été nulle, passez-moi l'expression. Ce n'est pas forcément ça. Mais nous attendons mieux de la 14e législature. Et aujourd'hui, l'équilibre relatif qui se profile à l'Assemblée nationale, parce que nous avons une majorité relative, mais il y a un équilibre relatif entre les deux sensibilités, la majorité présidentielle et l'opposition que je mets entre guillemets, parce que, comme je le disais tantôt, la notion d'opposition est une notion très relative, surtout quand on est à l'Assemblée nationale. L'opposition ne veut pas dire s'opposer systématiquement à tout. Une loi peut être votée aujourd'hui, je suis pour, et demain je suis contre, malgré ma sensibilité politique. On doit arriver à cela. On doit arriver à un point tel que l'identification d'un député avec une majorité devient une question relative, soit remise en question. Le député, encore une fois, n'est pas le porte-parole, le porte-voix d'une quelconque majorité. Le député, c'est le porte-voix du peuple. Elle doit les défendre les intérêts et les aspirations du peuple. Oui. Merci. Monsieur Fodé Ndiaye, quelle lecture fine peut-on faire aujourd'hui des forces en présence au Sénégal? Bon, je pense que si on s'en tient juste aux chiffres, on a un équilibre entre 83 et 82. Au-delà des chiffres. Oui, c'est ce que c'est les chiffres, ce qui est donné aux chiffres. Mais moi, je pense que le problème de fond, de ma lecture de l'équilibre des forces est en faveur des Sénégalais qui ne se sont pas prononcés. Comme les élections, comme tout pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, est un pouvoir délégué du peuple, le peuple n'a pas assez délégué. Cela veut dire 3 possibilités. Soit qu'il y a une offre politique, mais cette offre politique n'a pas trouvé les modalités pour être traduite en actes par les citoyens. Et Marx disait que les idées deviennent actions quand elles s'emparent des masses. Donc cette offre politique ne s'est pas assez emparée des masses. Deuxième chose, soit que les masses ont une lecture de la chose politique à telle enseigne que pour elles, les politiciens sont tous les mêmes. Ou en tout cas, peu s'en faut. Bien sûr, ceux qui se sont exprimés ont aussi montré qu'ils ont sanctionné, il faut être direct,
un parti qui passe de 125 députés à 83 députés, il faut analyser que quelque part, les politiques publiques, ces masses ne s'y sont pas retrouvées, celles qui se sont exprimées en tout cas. La troisième chose, et moi j'y crois fortement, c'est que les partis politiques au Sénégal n'ont pas assez fait dans leur rôle d'éducation de leurs militants et des citoyens. Parce que si vous avez des questions complexes, ces questions complexes n'ont pas besoin de solutions techniques. Parce que les solutions techniques, j'en ai donné quelques-unes, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais elles ont besoin des solutions de leadership. Ça peut être des leaderships politiques, leadership communautaire, etc. Maintenant, la lecture fine que je peux en faire, et je rejoins Maître Ndiaye qui le disait tantôt, moi, ce qui m'a amené dans ce débat, j'ai un seul ami, c'est le Sénégal. Comment tous nous pouvons mettre nos forces ensemble pour transformer le Sénégal. Donc, vous avez une opposition, qu'on la qualifie ou pas, comme il vient de dire, et une majorité. Mais ce qui est important, c'est comment ces forces politiques analysent les besoins des populations et soient au service des populations. Et sur ce plan, je pense que l'Assemblée nationale a un rôle extrêmement important. Extrêmement important parce que c'est elle qui sanctionne les politiques publiques. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en regardant les forces en présence, les partis politiques, tels qu'ils fonctionnaient avant et ils fonctionnent aujourd'hui, on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a même pas de partis politiques, il y a juste des coalitions qui sont là, qui sont opportunistes. Parce que l'analyse très claire est que les partis politiques ne se réunissent même plus. Il n'y a plus de bureau politique, il n'y a pas d'école de parti, il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Est-ce que vous pensez que les gens sont capables d'avoir un sursaut pour le Sénégal, au fond? On a l'impression qu'il y a une animosité qui s'est insérée dans la façon de faire la politique aujourd'hui, où c'est devenu manichéen. Je pense qu'il y a ce que vous avez touché, c'est même plus grave ce que vous avez dit par rapport aux partis politiques. Parce que si on suit la loi, la plupart des partis politiques devraient être dissous. Parce que la loi est très claire. Vous devez déposer vos états financiers le 31 janvier, vous devez déposer le renouvellement de vos instances dirigeantes, vous devez tenir des congrès. Beaucoup de ces partis, aucun ne tiennent pas, ne respectent pas ces critères. Bien sûr, les assises s'étaient interrogées sur cela, mais les assises avaient dit que la loi dit que c'est le ministère de l'Intérieur, mais comme le ministère de l'Intérieur peut être partie prenante, les assises avaient proposé que ça soit la justice, le pouvoir judiciaire, qui est ce pouvoir si vous ne respectez pas les règles. Donc, l'animosité dont vous parlez aussi, de mon point de vue, est due au fait qu'il y a la pauvreté de l'offre politique de transformation. Monsieur Diop, pour une raison simple et compliquée en même temps, les problèmes sont complexes. Je vous donne quelques chiffres, je ne voudrais pas ennuyer vos auditeurs avec beaucoup de chiffres. Savez-vous quelle est la part du produit intérieur brut du Sénégal par rapport au total du produit intérieur brut de l'Afrique subsaharienne? 1,48%. On ne produit pas. On ne produit pas assez. On ne travaille pas. Non, on travaille certainement, mais on ne transforme pas l'économie. Oui. Comment on passe des secteurs à faible valeur ajoutée vers des secteurs à forte valeur ajoutée, des secteurs à faible compétitivité vers des secteurs à forte compétitivité? Il y a un problème. Le capital humain. L'indice de capital humain du Sénégal est faible par rapport à ses ambitions de développement. Et le capital humain, ça regroupe l'éducation, la santé et d'autres points. Je disais à Maître que le taux de déperdition du secondaire, c'est 54,7%. Cela veut dire que vous mettez de l'argent pour former des gens, in fine, vous n'en produisez pas.
Vous avez 100 000 jeunes qui tapent à la porte du marché du travail. Comment résoudre ça? Vous avez les questions de sécurité et de défense. Parce qu'on croit toujours qu'on est... on ne peut pas être un îlot de paix dans un environnement aussi chahuté au plan régional, au plan mondial, la Chine, les États-Unis, la guerre en Ukraine, les problèmes d'opportunités, etc. Donc, pour répondre à votre question sans être long, je pense que sans donner de leçons, comme je vous ai dit, j'ai été absent du pays pendant longtemps, mais j'ai quand même pu visiter beaucoup de pays en Afrique, en Europe et en Asie. Je dois dire que nous devons faire plus d'efforts pour mieux analyser et faire une offre politique plus appropriée qui tienne compte de la complexité des situations, bâtir des institutions et des systèmes pérennes, engager les citoyens. Je crois fortement à la participation citoyenne pour transformer notre pays. C'est pour ça que je vous ai dit, mon seul ami, c'est le Sénégal. Et je pense que si tout homme politique a cette position, nous pourrions faire les transformations requises. Malgré les difficultés, nous avons de fortes opportunités pour le Sénégal. Merci Cheikh Ndiaye. Si on regarde bien les offres des partis politiques, du point de vue des programmes, on a l'impression que c'est pas bien travaillé. Ce qui intéresse les gens, c'est de remplacer d'autres gens. D'autres, pour les intéresser, de rester. Il n'y a pas une donne où on prend en compte fondamentalement les besoins des Sénégalais. Comment transformer ce pays, comment le développer, comment l'industrialiser. Les débats, c'est des invectives, des insultes dans les réseaux sociaux. C'est ça qui tient. Et on voit aussi dans l'environnement politique des énergumènes aujourd'hui qui, dans circonstances normales, ne devaient même pas être là où ils sont. Oui, Alassane, moi je pense que fondamentalement l'offre politique, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, d'ailleurs il y a... Moi, je me demande, j'ai écouté la campagne électorale, la pré-campagne et la campagne proprement dite. Et peu ont été les coalitions de partis ou les candidats qui ont décliné un programme. Chaque candidat va dans le sens de la critique de l'autre. On critique l'autre et souvent ce sont des critiques crypto-personnelles. On ne critique même pas son programme. Ou si on critique son programme, on ne propose rien à la place. Mais cela ne me surprend pas, dans la mesure où très souvent il y a un dicton qui dit que les promesses des politiciens n'engagent que ceux qui l'écoutent. Très souvent il y a un décalage entre, si le programme existe, l'offre politique vendue aux électeurs, et aujourd'hui, la mise en œuvre de cette politique, de cette offre, lorsqu'on arrive au pouvoir. Et souvent, ce décalage, il est énorme. Je peux même dire que cette offre est souvent démagogique dans sa plus grande partie. Donc, aujourd'hui, nous sommes à un stade où la politique a changé de paradigme. Et ce n'est pas toujours dans le bon sens. Parce que, comme l'a dit mon ami et frère, M. Fodé Ndiaye, aujourd'hui, les partis politiques sont des associations tout court. Il n'y a plus cette structuration qui permette aujourd'hui de former les citoyens et les militants à la base. Cela n'existe plus. Il n'y a plus d'école de parti, il n'y a plus de congrès, et sous ce rapport, il y a une violation de la loi. Parce que regardez le nombre de partis politiques qu'il y a. Je pense qu'au dernier décompte, on parlait de plus de 300 partis politiques au Sénégal. Mais parmi ces partis politiques, et je ne parle et non des moindres, est-ce qu'il y en a un qui respecte les conditions posées par la loi pour exister? J'en doute. Et aujourd'hui, l'autorité qui devait aujourd'hui exercer un contrôle effectif sur ces partis politiques, aujourd'hui, n'exerce pas son contrôle. Je pense que c'est le ministère de l'Intérieur. Et pour des raisons peut-être qui sont rationnelles. Parce qu'aujourd'hui, contrôler les partis politiques et être à cheval sur les principes posés par la loi l'amènerait peut-être à éliminer même des partis qui sont carrément ancrés. Dans le parti au pouvoir. Et peut-être même. Donc aujourd'hui,
Cette question, c'est une question qu'il faut aujourd'hui remettre sur les rails. Et comme l'a dit encore M. Ndiaye, les assises nationales constituent un document de base qui est neutre. Les assises nationales n'ont pas été faites, établies pour un parti X ou Y. Mais le PDS au pouvoir n'en voulait pas. Oui, mais il faut que les hommes politiques aient le courage et l'objectivité de voir ce que ce document qui a été fait par des forces vives et qui bénéficie d'un certain crédit et de certains consensus, ce qu'ils peuvent en tirer pour faire avancer la démocratie sénégalaise. Maintenant, sur un autre plan, par rapport au deuxième membre de votre question, aujourd'hui, c'est vrai, il y a dans le champ politique des personnes qui sont là et qui offrent un mauvais exemple à la jeunesse. À la jeunesse. Et aujourd'hui, ce que nous devrons faire, nous, en tant que citoyens, et je disais ça tout à l'heure dans les coulisses, c'est qu'il faut qu'il y ait une implication et une apologie à la citoyenneté. La citoyenneté, c'est ce qui détermine et ce qui fait vivre une démocratie. Et aujourd'hui, faire l'apologie de la citoyenneté, c'est enseigner la citoyenneté à la base. Pour moi, l'instruction civique, telle que nous l'avons vécue quand on était au lycée et à l'école primaire tout à l'heure, l'instruction civique doit être aujourd'hui un département important dans l'attelage du gouvernement. Et aujourd'hui, je lance un appel aujourd'hui aux autorités politiques pour que le service civique national, qui existe déjà, soit renforcé et que ça soit une réalité, que la jeunesse puisse être impliquée dans l'éducation à la citoyenneté. Et c'est cela qui permettra demain d'avoir des dirigeants politiques, d'avoir des citoyens qui vont s'impliquer dans la marche de la démocratie, mais surtout des citoyens modèles, entre guillemets. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps et que nous avons comme invité Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour, et Fodé Ndiaye, ancien du système des Nations Unies, spécialiste des politiques publiques et ancien membre du Parti de l'indépendance du travail du PIT. Fodé Ndiaye, les taux de chômage en Afrique sont abyssaux. Selon la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains. Au Sénégal, vous l'avez dit, plus de 200 000 d'entre eux, rien que pour le Sénégal, arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Et une assemblée sera mise en place. On va vers un Sénégal, peut-être en 2023, qui va construire le premier baril de pétrole ou de gaz. Est-ce que vous sentez que réellement, il y a un travail qui est fait pour que cette jeunesse puisse justement être intéressée par ces nouveaux emplois ou bien ces nouvelles opportunités, d'autant plus que 54% d'entre eux n'arrivent pas à l'école, sont débutants scolaires. C'est une question importante, puisque c'est une bombe à retardement. Et si vous parliez tout à l'heure du clivage politique, si on regarde le clivage politique, une bonne partie des jeunes qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas d'emploi, c'est eux qui constituent, j'allais dire, la mine électorale d'une bonne partie de l'opposition. Parce que leurs aspirations, d'après leur analyse, ne sont pas respectées. Vous avez raison, c'est un problème, pas seulement pour le Sénégal. Je pense que certainement des points sont mis sur la table. Vous avez différentes institutions, des réfugiés, etc. Mais, de mon point de vue, les jeunes ne doivent pas attendre les opportunités. Ils doivent frapper aux portes des opportunités. Mais pour ce faire, il y a des préalables qui ressortissent de la puissance publique. Un, c'est une école dans toutes les dimensions. Vous avez parlé de l'éducation civique, monsieur Maître Ndiaye, mais je pense au-delà. Il y a la question de l'éthique. Même tantôt, peut-être ceux qui n'ont pas voté, peut-être c'est une question d'éthique.
par rapport aux hommes politiques. Et des questions de gouvernance aussi. Ouais. Pour moi, c'est le deuxième point que je voudrais dire. Pour moi, le point essentiel de tout changement transformationnel d'une société, c'est la combinaison appropriée de leadership, management et gouvernance. Parce que c'est ça qui crée une vision partagée. Si les jeunes voient une vision partagée, que les structures socio-économiques, le contrat social mis en place, leur permettent d'avoir l'emploi quand ces jeunes ont les compétences requises, je pense que les jeunes Sénégalais sont les plus engagés que je puisse trouver. Ils en veulent. Moi, j'en ai trouvé à Agadez, dans des conditions extrêmement difficiles, quand j'étais coordinateur résident au Niger. Et j'ai failli pleurer. Un jeune de ma région m'a dit, mes grands, en parlant de manière triviale, faites-nous réaliser nos rêves dans notre pays et nous n'allons pas émigrer. Et le Wolof le dit. Ku yalwaani sa dëkk moo tëggul. Kuy seeti fecc sa dëkk tëggul. Donc, quelles sont maintenant la question fondamentale? C'est pas de dire qu'il y a ce problème, mais comment le résoudre ou comment y contribuer. Oui, mais c'est ça mon gros problème. Premièrement, c'est l'éducation et la formation. Oui. Pas seulement la formation classique, mais de mettre l'accent sur les sciences, la technique, l'ingénierie et les mathématiques. Le Sénégal n'en forme pas assez. Et l'avenir, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Savez-vous qu'on n'investit que 0,58 $ au Sénégal pour la recherche et le développement, alors qu'on devrait en investir au moins 3,5. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'universités, on ne produit que 0,01 papier reconnu au plan international par rapport aux normes internationales, qu'on ne produit pas assez? Savez-vous que pour la santé et l'éducation, on est à 6,3% des dépenses publiques, alors qu'on devrait être à 15% selon les normes? Donc, le capital humain. On doit renforcer la formation, pas seulement universitaire. Vous savez, les pays qui se sont développés comme l'Allemagne et la Suisse, les écoles professionnelles ont joué un rôle extrêmement important. Les Faberschule en Allemagne, ici, si tu le fais, on dit Wachirachasu. Donc, il y a une stratification sociale qui vous pousse même. Donc, le capital humain. Santé, éducation, recherche, développement, sciences, techniques, ingénierie, mathématiques, etc. Deuxième chose qui me semble importante, c'est comment renforcer l'innovation. La différence des pays, ça ne va pas être les ressources naturelles. Le Wolof le dit. Ku am soga xam ki xam day ñëw jël sa am. Donc, il faut qu'on investisse dans les innovations. Et les jeunes en veulent. Troisième élément, je pense les institutions système. Je disais ça à Maître Ndiaye, nous en discutions. Quand une administration est politisée, il y a une grande déperdition de compétences. Absolument. Parce que si vous êtes là, pas pour vos performances, M. Diop, mais parce que Fodé vous a dit que vous devez être là, vous allez être sous les ordres de Fodé. Mais quand Maître Ndiaye va venir, il va dire, vous avez été sous les ordres de Fodé. Quelle que soit votre compétence, il ne va pas vous confirmer. Absolument. Il y a des pays qui sont restés sans gouvernement plusieurs années, plusieurs mois. Tout fonctionne. Parce qu'il y a une administration pérenne, forte. Il y a des institutions, des systèmes. Il y a une vision partagée. Donc ça, c'est le troisième élément pour les jeunes. Le quatrième élément qui me semble important, c'est de prendre en compte les aspects de l'intégration régionale. Savez-vous qu'avec la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, il y a un marché de 1,2 milliard de consommateurs d'Africains. Et savez-vous que le Sénégal fait une grande partie de ses exportations dans les pays africains? On ignore même, mais le Mali est le premier exportateur pour le 21%.
mais on importe beaucoup. Nos exportations, c'est à peu près à 60% des produits de base. Et à 68%, on importe des produits manufacturés. Vous ne pouvez pas créer des emplois durables si vous ne faites pas une transformation industrielle. Vous parlez du pétrole. Le pétrole est un moyen, mais il faut l'utiliser pour créer des industries avec une valeur ajoutée importante. Et c'est comme ça qu'on pourra trouver pour la jeunesse des emplois. Il faut moderniser l'agriculture. Aujourd'hui, c'est 15% de notre produit intérieur brut, mais qui occupe près de la moitié ou plus de l'emploi. Donc, ce sont des emplois précaires. Quand vous avez un salaire médian de 54 000 francs CFA, vous croyez que c'est des personnes qui peuvent trouver une situation importante. Donc, pour me résumer, la formation et l'éducation, y compris la formation professionnelle, les sciences et techniques, inverser la pyramide. M. Ndiaye, je suis désolé, on produit trop de littéraires par rapport à une situation qui requiert des ingénieurs, des scientifiques, des techniciens. Créer la dignité pour les jeunes, leur dire que c'est leur moment. Et il est important qu'ils n'attendent pas les opportunités, mais qu'ils créent les opportunités. Faire en sorte qu'il y ait une éthique du travail. Que les jeunes sachent que ce n'est pas en écrivant de manière anonyme dans les réseaux sociaux et en insultant qu'on attend d'une jeunesse. Mais plutôt d'être une jeunesse qui s'empare de l'ensemble des problèmes complexes et y trouve des solutions. Mais j'ai bon espoir et j'ai confiance en la jeunesse du Sénégal parce qu'elle en veut et parce qu'elle peut produire ce qu'il faut pour que ce pays se transforme. Et excusez-moi, un dernier mot. Pourquoi je dis que c'est important? J'ai visité plusieurs pays. Il n'y a aucun pays, je dis, de l'Asie à l'Amérique, aux pays européens, en Afrique, où je n'ai trouvé des Sénégalais compétents qui changent le devenir de ces pays. Pourquoi ne le ferait-il pas dans leur pays? Si les conditions de transparence, si les conditions d'environnement des affaires, si les conditions d'éthique et de bonne gouvernance et de leadership sont créées. Et il pose une question fondamentale, c'est le leadership. C'est le fait que la jeunesse est des gens sur qui elle peut compter, copier pour avancer. Des exemples. Et aujourd'hui au Sénégal, ce qu'on voit dans la classe politique sénégalaise de façon globale, c'est quand même compliqué. Oui, Alassane. Bon, je pense que le leadership peut se retrouver à plusieurs niveaux. Ouais. Est-ce que l'Assemblée nationale, justement, la prochaine qu'on attend, peut capitaliser ce leadership? Est-ce qu'elle a les ressources pour montrer la voie? Oui, indubitablement. Il y a des hommes et des femmes de qualité qui ont été élus. Pas seulement sur la parole, parce que le pays, oui, on parle beaucoup, ça parle beaucoup au Sénégal, il y a trop de rhétorique, il y a trop de mots sur lesquels on tourne. Mais de façon, moi j'ai quand même, pense avoir 20 ans d'expérience en tant que journaliste, mais je vois on parle beaucoup, on agit peu, ça parle beaucoup, ça agit peu. Oui, c'est pas la parole qui change un pays. Oui, c'est l'occasion aujourd'hui de poser ce débat. Parce que fondamentalement, le leadership, comme on dit, les premières références pour un peuple, pour une jeunesse, c'est ceux qui les dirigent. Je pense que c'est Montesquieu qui disait qu'on avait les dirigeants qu'on mérite. Donc, il appartient d'abord au gouvernement de montrer la bonne voie. Et la meilleure manière de montrer la bonne voie, c'est de par son comportement, c'est par son action et par sa manière de faire. Cela est vrai. Mais Alassane, une chose que je voudrais évoquer, c'était pour rebondir sur un point de M. Fodé Ndiaye, c'est sur l'administration. L'administration. La politisation de l'administration. Oui, parce qu'aujourd'hui, en droit, il y a un concept qui est consacré, qu'on appelle la continuité de l'État. Parce que lorsqu'on parle de continuité de l'État, ce ne sont pas les hommes, mais c'est surtout l'administration. Ce sont les institutions. Mais elles sont incarnées par les hommes aussi. Non, elles sont incarnées par les hommes, certes, mais l'institution en tant que telle, l'administration, est aujourd'hui le moteur de l'État. Parce que quand on dit un État, on dit l'administration. Mais cette administration, comme on dit, elle est incarnée
par des hommes qui ont des compétences qu'ils mettent au service de l'État. Normalement. Et aujourd'hui, le mérite devait être beaucoup plus du côté de ces compétences que du côté politique. Même si par ailleurs, compétences et politique ne sont pas inconciliables, antinomiques. Mais c'est un ordre de priorité. Et je pense que la compétence doit primer d'abord sur la coloration politique. Cela dit, pour revenir un peu au débat sur la prochaine législature et sur le leadership de ces députés, moi je pense que c'est toujours, comme on a dit, nous avons une 14e législature qui se profile. Et cette 14e législature suscite beaucoup d'espoir. Parce que nous avons vécu une législature antérieure qui est difficile. La 13e avec tous ces péripéties, tous ces vicissitudes. Aujourd'hui, cette 14e législature aura l'occasion de faire mieux que celle que nous avons dépassée. On espère. Et l'espoir peut faire vivre, Alassane, comme on dit. Mais aujourd'hui, ce leadership doit être incarné aussi bien par ces députés qui ont été élus, mais aussi par les citoyens tout court. À mon avis, le citoyen ne doit pas être un élément qui subit. Il doit être un acteur. Absolument. Et être un acteur, ce n'est pas, comme vous l'avez dit, être dans les réseaux sociaux. Si tu n'es pas moi, tu es contre moi, je t'insulte. Ou si tu n'es pas moi, tu es contre moi, je te sanctionne. Des deux côtés. Ce n'est pas du tout cela. C'est surtout avoir une vision claire, aussi bien d'un côté comme de l'autre, de l'intérêt supérieur du Sénégal. J'ai bien aimé la formule de Moussa Ndiaye qui me disait « J'ai un seul ami, c'est le Sénégal ». Nous tous, nous devons avoir comme ami le Sénégal. Notre premier ami, le Sénégal, notre pays. Parce que, il ne faut pas le cacher, Alassane. Le Sénégal est un pays exceptionnel. On a l'exception sénégalaise. Et ça, je l'ai compris il y a quelques années, la première fois que je suis sorti du pays et je suis allé ailleurs, dans un pays africain. J'ai compris que le Sénégal avait un génie dont il n'avait pas confiance. Ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas du nationalisme ou quoi que ce soit. Mais c'est que ce pays, Alassane, est un pays à part. Et nous devons tous travailler pour que cette exception sénégalaise soit consolidée. Oui, exception sénégalaise. Mais à quoi elle sert depuis 60 ans, cette exception? À quoi elle sert? Est-ce qu'elle a changé quelque chose de la vie du Sénégal de façon globale? Est-ce que le Sénégal a tiré quelque chose de ces séminaires qu'on fait tout le temps, de ces réflexions dans les tiroirs? Ça sert à quoi? Vous venez de Rwanda. Vous avez vu le Rwanda? C'est propre, c'est bien tenu. Ça développe, ça avance. Est-ce que les Sénégalais profitent de cette exception sénégalaise? Est-ce que nous n'est pas dans un pays où on parle beaucoup, on ne fait pas grand-chose, on n'agit pas? Je pense qu'on peut faire plus et mieux, mais il ne faut pas rayer d'un trait de plume un point important, c'est la stabilité du pays. Est-ce que cette stabilité a permis au pays de gagner du point de vue économique, de lutter davantage contre la pauvreté, d'amener ses enfants à l'école, de les éduquer mieux? Oui, il y a eu des résultats, c'est indéniable. Peut-être pas suffisant, mais il y a eu des résultats. Je donne juste quelques exemples. Le taux de croissance du PIB qui a été de 6% pendant cette période de PAP 1, programme d'action prioritaire. C'est ressenti dans les paniers de la ménagère, ça? J'y viens, parce que le problème, il faut faire la différence entre deux choses. La pauvreté économique et la pauvreté multidimensionnelle. Quand vous prenez pour le Sénégal la pauvreté avec $1,90, il est de 30,7%. En considérant les nouvelles normes de $3,20, il est de 57%, avec une forte connotation de pauvreté rurale. Mais le Sénégal a produit aussi des ressources humaines de qualité, j'en parlais tout à l'heure, pour ses institutions. Vous avez une démocratie, peu ou prou. On peut faire plus et mieux, mais c'est un des rares pays où il y a les alternances démocratiques qui se déroulent, les gens votent. Souvent, comme le disait Maître Ndiaye, avant le vote, tout le monde est assis comme sur
des braises et puis après moi, ça ma se question, passe. c'est est-ce que Maintenant, tout ça votre question. a un bon qualitatif pour le Sénégal? Oui, c'est pour ça que je vous ai dit on peut faire plus et mieux. On peut faire plus et mieux sur les points suivants. Et vous avez parlé du Rwanda. J'ai l'habitude de dire que ce que le président rwandais a fait le plus, ce n'est pas ce sur quoi les gens se concentrent. Mais il a fait une chose extrêmement importante, c'est restaurer la dignité des Rwandais. Il est important que dans ce pays, qu'on soit digne d'être Sénégalais. Être digne d'être Sénégalais, c'est, comme je disais tantôt, que le Sénégal soit vraiment notre alpha et oméga de toutes nos actions. La deuxième chose qu'il a faite, c'est de faire confiance aux femmes et aux jeunes. La troisième chose, c'est le leadership avec une vision partagée. On peut être pour ou contre, mais il dit, voilà là où nous voulons amener notre pays. Par exemple, il dit que le Rwanda doit être un pays intermédiaire dans la catégorie haute en 2035 et un pays développé en 2050. On peut dire que c'est ambitieux, mais qui n'a pas d'ambition ne peut rien faire pour son pays. Et l'ambition, de mon point de vue, si elle ne donne pas la peur, ce n'est pas une bonne ambition. Troisième chose qui soit importante, il a construit des institutions et des systèmes. J'en parlais tantôt. Il faut que notre administration soit dépolitisée. Absolument. Et qu'on construise des systèmes. Même les élections, dans un pays où les institutions et systèmes marchent, où c'est dépolitisé, les organes font des élections et quand ça marche bien, l'exemple du Kenya, pas cette fois-ci, mais les élections passées, Uhuru était le président. Il a même gagné les élections. La Cour suprême a cassé. Et ils ont refait les élections. Donc cet aspect est important. Maintenant, pour votre question, pour conclure sur ça, vous dites, est-ce que l'exception sénégalaise a donné des fruits? Pour moi, il y a ces éléments dont je parle, mais il y a beaucoup à faire. La première chose pour moi qui soit importante, c'est restaurer la dignité et l'éthique. Et les assises en ont parlé, la charte de bonne gouvernance et d'éthique. Deuxième chose qui me semble importante, c'est créer les cadres pour une transparence et une responsabilisation. La troisième chose, c'est la participation citoyenne. Et un citoyen ne peut pas participer s'il n'est pas éduqué. Je ne parle pas du français. Bien sûr. Je parle de l'éducation. Il en a parlé civique, mais même au-delà, citoyenne. Parce qu'il y a un intérêt. Je vois dans ce pays, on parle de plus en plus d'ethnie et tout. Mais si vous aviez un bon système civique qui fonctionne, ça contribue à renforcer l'État-nation. Absolument. Monsieur Diop, si vous et moi, nous avons partagé un même repas, et nous continuons à manger, s'il y a un problème, je vous appelle. Je dis, mais Alsan, toi aussi, faut pas déconner. Et puis, non, ce sont mes gars qui font des choses, je vais les calmer. Et ça, c'est important. Et qu'ils considèrent que le Sénégal est les deux derniers points, je pense qu'il faut aussi voir certains indicateurs. Vous savez, le Sénégal reçoit en aide publique au développement $88 par habitant par an. C'est 2 fois la moyenne reçue par les pays de l'Afrique subsaharienne. Quelle est notre manière de nous libérer de cette dépendance? Vous savez que le Sénégal, le premier poste d'exportation, si je vous demande, qu'est-ce que vous allez dire? Vous connaissez le premier poste d'exportation du Sénégal actuellement? C'est l'or. L'or. 16% de nos exportations. C'est en or. L'or. Alors que beaucoup penseraient l'arachide, les produits halieutiques, etc. Mais c'est l'or. Donc ça veut dire qu'on exporte en brut. Il faut transformer. La transformation sociétale de notre pays passe par la transformation industrielle et la transformation du secteur et créer
un contrat social. C'est celle qui va créer des emplois et non pas les exporter. Exact. Il faut créer de la valeur ajoutée. Je donne juste un exemple, M. Diop. Je sais que nous sommes à la fin de l'émission. Vous savez, un Coréen a dit à des Ivoiriens, vous savez qui est le 3e exportateur de café au monde? Non. C'est la Corée du Sud. Là, qui exporte. Et ils n'ont pas de café. Ils achètent... Il l'a dit aux Ivoiriens, c'est moi, j'étais présent, ils achètent leur truc. C'est comme la Suisse avec le chocolat. Exactement. Voilà. Donc, il faut la transformation. C'est ça qui crée de la valeur ajoutée. Et c'est cela qui crée aussi des emplois pour mettre nos jeunes au travail. Si c'est pour conclure, je voudrais juste vous taquiner. Rapidement, le temps que je vais pas terminer. Voilà, et je voulais juste dire que je voudrais vous remercier, mais je pense qu'en invitant 2 Ndiayen, Oui. vous pensiez Façon peut-être Ndioben. qu'à la fin de l'émission, le Ndioben aurait son déjeuner déjà prêt. Merci infiniment. Malheureusement, le temps que j'ai pas terminé. Merci infiniment à Maître Cheikh Amadou Ndiaye, avocat à la Cour. Merci à Fodé Ndiaye, aussi spécial de politique publique, ancien du système des Nations Unies au Rwanda. À la technique, Biran Sissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Ce fut Vous écoutez e-Radio 90.3.